Bonjour Olivier Maury. Bonjour. La première question, et c'est un peu récurrent sur la chaîne, c'est qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, une Yema alpine. Niema Alpine, Ouais. c'est un chanceux de l'avoir au poignet. Ah, je sais pas si il y a des chanceux et des listes d'attente, je suis pas trop au courant. Ouais, non, J'avais bon, juste c'est émis comme ça au cours d'une discussion que... que t'aimais bien la montre. Et la bagnole aussi. Et la gueule. Ouais, non, mais ça a été fraîchement livré en fait. Ouais, ouais, Donc, ouais. bon, Et voilà. puis, bah, du coup, quand il y en a eu de dispo, il y en a eu de dispo. C'est ça. Ceux qui te découvrent, qui est Olivier Maury? C'est une question un petit peu basique, mais Eh qui peut avoir son ben, importance sur la chaîne. c'est un Alsacien immigré à la Chaux-de-Fonds, D'accord. comme beaucoup. Oui. J'ai découvert récemment qu'il y avait beaucoup d'Alsaciens qui avaient immigré à la Chaux-de-Fonds. Il y en a qui sont un peu connus, comme Grebel, Donc, oui. voilà. Et d'autres un peu moins, comme moi. Et puis voilà, c'est une terre d'accueil horlogère. On va dire que quand tu es en Alsace, tu peux considérer que tu es dans le nord de l'arc jurassien, puisque l'horlogerie, elle se fait de Chafouz à Genève, Ok. mais dans une bande assez large qui prend aussi un peu le bas de l'Alsace. Et moi, je me suis retrouvé à œuvrer en Suisse, finalement, un peu par accident. J'avais pas prévu ça dans mes plans, en fait. À la base, moi, je voulais ouvrir une boutique. Ok. Et j'étais allé apprendre l'horlogerie à Morteau. Et puis à la fin de mon école, j'avais un peu changé d'avis sur le fait d'ouvrir une boutique. On m'avait proposé un job chez Renaud et Papy. Puis c'était une belle opportunité, alors j'ai dit oui. Et voilà, puis comme ça, je me suis installé dans la région. Après, vu que j'étais pas natif du Haut-Doubs, si tu veux, je suis pas resté habité du côté Morteau, Villers-le-Lac, tout ça, parce que ça faisait pas tellement de sens. De toute façon, Ouais. rentrer le soir en France, Quitte à être en Suisse, autant y être. ouais, voilà. Ouais. J'avais pas ma famille là-bas. Je m'étais installé temporairement le temps de mes études. Et puis quand tu commences à bosser, bah, tu te fais des amis ici en ville, à Chaux-de-Fonds, au Locle. Et puis au final, bah, je me suis dit, bah, je vais m'installer là. Comme ça, je serai à 5 minutes de mon travail. Puis ça n'a Ça, pas toujours été vrai, mais aujourd'hui, c'est le cas, de ça fait nouveau. combien de temps que tu es installé là et que tu travailles dans l'horlogerie? Bah, ça fait que je suis installé en Suisse, ça fait 18 ans, je crois. Ouais, 2005, ouais, ça fait 18 ans. 18 années de. De suicitude. À force, ils ont tellement eu l'habitude de me voir qu'ils m'ont filé un passeport. Ils ont dit, ouais, de toute façon, lui, il va pas repartir. Et si je te définis comme Monsieur Tourbillon, est-ce que. Alors, bah, il y a Breguet qui risque de mal le prendre. Mais, mais sinon, non, c'est tu en as, honorable. tu en as fait une spécialité? Ouais, c'est assez marrant parce que c'est aujourd'hui comme ça que souvent les gens parlent en disant, ah, mais si, le gars avec les tourbillons à chaud de fond, machin. Puis c'est un peu un accident. C'est-à-dire que pareil, quand je me suis mis à mon compte, il fallait je voulais développer ma base de calibre à moi. Mhm. Et il se trouve que les frais que ça implique, lancer un calibre, peu importe ce que tu fais, hein, tu conçois un calibre et tu veux le lancer en production, ça coûte un demi-million. Oui. Mais que tu lances un 3 aiguilles ou un tourbillon, ça coûte un demi-million pareil. Donc, tant Autant qu'à faire, Autant choisir autant le temps. viser en haut, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, nous, on est ici parce qu'on a visité la manufacture Yema. Mhm. Quel est ton premier souvenir, si tu en as un, avec une Yema? Alors, mon premier souvenir avec une Yema, je vais te dire, je crois même pas que c'est de l'époque moderne de Yema. D'accord. Quand j'étais à l'école, Yema fournissait des boîtes, des cadrans et des mouvements pour les élèves. Ok. Pour faire, et je me rappelle qu'on avait fait en cours un emboîtage d'un chrono quartz Yema en boîte dorée, un peu baroque comme ça, avec 4 compteurs. Je saurais plus te dire quel était le modèle. Mais j'en avais emboîté 3 ou 4. Puis à la fin, je crois même que j'en avais acheté un. Puis je l'avais offert à mon père. C'est sympa l'histoire. Ouais, voilà. Ben, c'était... Alors, j'ai aucune idée. Ça doit dater de 97 par là. Ouais. Peut-être 97, 98. Donc, je sais même pas si l'équipe dirigeante Actuel était. actuelle de Ouais. Yema, probablement pas. Parce que Ouais. Christopher est plus jeune que moi. Donc, Ouais. c'était de sûr pas lui. Ouais.
Peut-être que Pascal Ball, son père, était Ouais, ou déjà aux c'est manettes. ou leurs parents. Ouais, Mm. ouais. Aujourd'hui, vous êtes un peu lié avec Yema Ouais. sur les calibres, en tout cas manufacture. Mhm. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet? Ça a été un challenge. Qu'est-ce qui a fait que Olivier Maurice se retrouve à faire 3 mouvements avec Yema à l'heure actuelle? Et ben là aussi, c'est des belles ellipses que tu peux absolument pas prévoir. Pour la petite histoire, ça a commencé sur Facebook, je crois bien. Je sais plus pourquoi, j'étais dans un groupe où ça parlait de Yema et où il y a des commentaires qui fusaient, en bien ou en mal, je sais plus, sur le calibre Yema 1000 et Yema 2000. Il se trouve que je connaissais déjà ce calibre parce que j'avais eu l'occasion de bosser indirectement dessus pour un autre client. Ce calibre D'accord. existait aussi en version Swiss Made chez un de mes clients qui, Ok. qui le Swiss Madeisait, on va dire. Et ce qui se disait dans les fils de commentaires sur ce calibre, c'était parfois sans fondement, et puis surtout, c'était très sur l'émotion et pas du tout sur le factuel. Et si tu dois me définir, moi je suis plutôt froid, factuel, pragmatique, tout ce que tu veux, plutôt que émotionneux. Mhm. Donc j'ai commencé à répondre à des gens en disant ouais mais attention, ce calibre-là, pour moi, il est super malin, parce que dedans, il y a des éléments, certes, qui ont été repris d'autres calibres, mais, euh, mais je fais un parallèle, je fais toujours le même parallèle, quoi. Avec l'automobile, si demain tu veux faire ta marque de bagnole, bah, les pneus, tu mettras du Michelin. Mhm. Tu vas pas faire tes pneus, c'est idiot. Ça va te Ouais. coûter une blinde, tu vas être moins bon. Tu vas prendre des pneus Michelin, puis je sais pas, tu vas peut-être prendre des injecteurs Bosch et puis des freins Brembo. Et en fait, le calibre Yema 1000, ce qu'on lui reprochait, c'était oui, c'est juste une copie de 28-24 ou quoi que ce soit. Et tu dis non, il y a 2-3 pièces dedans qui sont identiques, mais en fait, c'est super malin. Mhm. D'avoir repris le balancier d'un 28-24, ça te garantit que tu as un truc qui est éprouvé, qui fonctionne bien, et que si tu as un pépin, il y a du SAV partout. Ouais. Si tu commences à faire ton propre balancier, mais peut-être que tu fais un truc génial, hein, mais peut-être aussi qu'au premier pépin, les petits horlogers de quartier, ils n'arriveront pas à réparer ton mouvement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et il y a eu cette discussion, et en fait, elle a été lue par des gens de chez Yema. Puis ils se sont dit, tiens, c'est marrant, il y a un mec là, il prend notre défense, puis il a l'air de connaître un peu des trucs. Et William Germain m'a appelé. Et il me dit, ouais, on aimerait vous voir, monsieur Maurice, chez Yema. Puis je me suis dit, ah merde, j'espère que j'ai pas dit des bêtises, puis qu'il m'appelle pour me tirer les oreilles. Et en fait, non, ils se sont dit, ah ben, vous avez vu les débats autour de nos mouvements, c'est assez houleux. On ne met pas en cause qu'il y a des trucs qu'on pourrait améliorer et on aimerait votre avis. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et on a commencé mon travail avec Yema. Ça a été déjà un travail d'analyse De l'existant. de l'existant, des statistiques de retour, des choses comme ça, de quels étaient les éléments sur lesquels il fallait bosser en priorité, qu'est-ce qui au contraire était très bon et qui n'avait pas besoin de changer. Et petit à petit dans la discussion, on se rend compte que entre refaire et repartir d'une feuille blanche, ça va pas forcément prendre beaucoup plus de temps. Ok. Et là naît l'idée de, ben écoute, on va faire des calibres manufacture à morteau, CMM. Le premier, ben, on l'appelle 1.0, ou enfin 10. Mm. Et il faudra que ce soit un truc qui, à terme, remplace les Yema 1000, 2000, 3000, etc. Donc, même taille. Certains composants, on ne va pas les changer parce qu'ils marchent très bien. Et le reste, on optimise tout ce qu'on peut. D'où les gains en réserve de marche, d'où la construction quantième qui est différente, la construction du mécanisme de remontoir qui est différente aussi. Enfin, on a changé ce qui devait être changé. On a gardé 2-3 trucs qui marchaient bien. On a essayé de garder l'architecture traditionnelle du Yema 1000, c'est-à-dire que tu as une ligne droite, midi 6 heures, avec le barillet à midi. Ouais, très bien, je vois très bien. Et le balancier à 6 heures. C'est pas forcément la disposition la plus économe en pièces, Ouais. parce que ta tige de remontoir, elle est à 3 heures. Si ton barillet est à midi, tu sais que tu vas devoir mettre 2 ou 3 renvois Oui. entre la tige et le barillet.
Au-delà de ça, ça permet une certaine symétrie du mouvement et ça te permet aussi des options de squelettage qui sont sympas. Donc ça, c'est resté figé, de dire on garde les mêmes tailles, on garde à peu près la même architecture, mais pour tout le reste, c'est open bar. Ok. Et ça, c'est le CMM10. CMM10, ça a été le premier truc, ça doit faire, je pense, 3 ans. Et pourtant, c'est celui qui va sortir à l'heure où on parle dans la C'est le vidéo. dernier. Mais Ah ouais. après, il faut comprendre les enjeux industriels qu'il y a derrière. Le CMM10, c'était des volumes à atteindre de plusieurs dizaines de milliers de mouvements par an. Pour que ce soit rentable. Ouais. Ouais. Et quand tu vises que ton rythme de croisière, ça doit être des dizaines de milliers, mais genre 50, 60 000 par an, tu dois valider beaucoup de choses autres que le mouvement. Le mouvement, tu peux le faire fonctionner. Un horloger, il peut y arriver, mettre 8 heures pour l'assembler. Ouais, le mouvement va bien, mais le process n'est pas fiable. Ce qu'il faut arriver, c'est arriver au même résultat, mais avec un mouvement qui peut être assemblé, disons, en 20 minutes. Et toi, aujourd'hui, tu es capable de dire ce mouvement, comme on l'a dessiné, il est économe en pièces, il est économe en temps, il est en plus, il n'y a pas de point de friction, et en plus, il va bien se régler, tout ça. C'est Voilà. là ton expertise. Là, c'est le jeu où j'avais une carte à jouer sur l'industriel, parce que dans ma carrière, j'ai pas fait que du Audemars Piguet, j'ai aussi fait du très gros volume. Ici, à Chaux-de-Fonds, chez Célita. Et ça a été une très très bonne école pour apprendre des trucs qui ont l'air triviaux, hein, de placer 7 roues en dessous d'un pont ou d'un autre. Ça te change le nombre de pièces à monter, ça va te changer la cadence. Est-ce que tu peux monter ton système automatique en parallèle? Ça veut dire que tu montes un mouvement manuel, un système auto, et tu prévois un poste à la fin où tu appaires juste les deux. D'accord. Et comme ça, tu arrives à avancer en parallèle le montage mouvement, le montage système auto. Et à la fin, tu appaires les deux ou pas. Si tu fais une version manuelle, le mouvement s'en va tel quel. Si tu fais une version auto, tu prends le module que tu as assemblé et que tu as même stocké. Ok. Et tu Donc peux. là, vous avez une base en fait qui va vous permettre de faire plusieurs choses sur le CMM10, Oui. de le décliner. Ah, il va y avoir du 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. On peut penser du GMT, on peut penser du chrono, on peut penser tout ça. Ouais, on peut penser bien juste. Sur la même base. Ouais. Ouais. Et après, si je reprends le fil, c'est le micro-rotor qui est sorti en premier. Ouais, et c'était le deuxième en étude. C'est-à-dire que quand la direction a été prise avec Yema de faire ce CMM10, ils se sont dit « Ah ouais, mais qu'est-ce que tu aurais d'autre à nous proposer comme calibre ?» Puis moi, j'étais en confiance, j'étais un peu taquin. Je leur dis faut prendre un calibre de chez moi. Enfin, nous, on développe des trucs à la chaux de fond. J'en ai là qui sont prêts à partir. Il me faut juste un client, on clique sur OK, puis on démarre une prod. Ils m'ont dit il y a quoi? Puis sans trop y croire, je leur dis je sais pas, je fais du tourbillon, je fais un peu des complis, je fais du micro-rotor. Et premier jour, ils ont rien dit, mais je crois 3 mois après, ils sont revenus. Ils ont dit mais le micro-rotor, ça coûterait combien? Combien de temps il faudrait pour démarrer? Puis je leur ai dit, alors les plans sont déjà faits. J'ai déjà fait des protos chez moi, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc en usinage traditionnel. Ouais. On les a fait tourner. Les bases sont là, quoi. C'est un truc, je peux vous céder une licence d'exploitation. Vous pourriez tout à fait usiner ça à Morteau. Et Yema était la première à avoir cette licence, non? Tu l'avais déjà confié à une autre maison? Non, alors j'ai vendu le mouvement. Je vends du mouvement à d'autres marques, mais qui ne le produisent pas eux-mêmes. Okay. Une licence de production, c'est un peu différent. Et pourquoi on l'a fait comme ça? Parce qu'au final, que moi, j'assure la production et le montage du mouvement, ça en fait un 100% Swiss made, qui n'est pas tellement pertinent pour Yema. Là, ils ont pont et platine qui est fait à Morteau sur le micro-rotor. Ouais, exactement. Et donc, le projet CMM20 était intéressant aussi pour Yema parce que 2000 pièces, supposément 2000 pièces par an, ça permet de simuler un mode de fonctionnement en série de tes machines. Oui. Quand tu lances 2000 pièces, tu n'es pas en train de lancer du proto et de faire 5 pièces. La quantité est assez grande pour se tester sur du 3 aiguilles. Plus tard, en fait. Exactement. Donc, il y avait ces deux étapes-là. C'est-à-dire, on commence par tester nos machines pour aller usiner un calibre qu'on va produire à 2000 exemplaires par an, qui est forcément un peu plus cher, parce que
as les mêmes coûts d'outils, tu as les mêmes coûts de machine, mais tu divises ça par 2000 pièces par an au lieu de 30 000. Ça change radicalement le coût unitaire. Mais c'est aussi moins risqué. Parce que 2000 pièces par an, tu sais que c'est ce que normalement ta machine, elle peut sortir, je sais pas, en 3 ou 4 mois. Oui, tu as le temps de voir venir en un an. Même si tu tournes pas à pleine cadence, mais que tu es à 50% de la capa de la machine, tu es encore bon. Ouais, c'est intéressant parce que nous, on l'a vu différemment. Nous, on l'a vu d'un côté marketing. En fait, ils tapent fort, ils arrivent avec une des complications les plus cool, le micro-rotor. Mais en fait, ils arrivent aussi avec une montre qui a un prix moyen assez élevé pour que ce soit un peu rentable. Mais surtout, ils arrivent avec une phase de test d'1 an de leur machine, ce qui ferait peut-être demain en 3 mois, en fait. C'est ce que... Bah, c'est le but. Et ensuite, maintenant qu'il y avait vraiment un double intérêt. Voilà. Moi, je l'ai vu commercialement et là, je le vois côté techniquement. Ouais. Mais c'était tout le défi. Et en fait, je sais qu'il y a eu du retard aussi là-dessus parce que on n'est pas dans l'agence Tourisque. Il n'y a jamais un plan qui se déroule sans accroc. Donc, tu te retrouves avec des paramètres que tu n'avais juste pas pensé, des fraises qui laissent un état d'usinage pas top. Tu vas un petit peu chercher entre les vitesses, les lubrifications, enfin plein de choses. On y est passé ce matin et du coup, il nous disait que les fraises avaient été changées là dernièrement, qu'elle va lui donner plus de cycles de pièces. Là, ils vont passer à peu près à 200 pièces usinées avant de changer une fraise. Enfin, je sous-estimais déjà toutes les fraises qu'il y avait dans une machine et tous les coûts que ça pouvait engendrer au quotidien, parce qu'il faut changer les fraises régulièrement, il faut recalibrer la machine. Bah, dans des grandes manufs, les outils sont changés après chaque série. Ouais. Donc tu fais une série platine pont de 100 pièces, à la fin ils remplacent tous les outils. Ouais. Puis c'est pas donné, hein. Une fraise qui permet de faire l'anglage d'un pont sur le dessus, c'est 700 balles. Ouais. Mais t'en as pas que une. Non. T'en montes une et au cas où elle casse, t'en as monté une en rab et la machine elle sait que si elle détecte une casse-outil sur la pince numéro 19, elle peut aller chercher un outil backup sur la pince numéro 22 et reprendre le programme. Ça évite que ta machine elle s'arrête parce qu'il y a eu, je sais pas, un copeau qui s'est pas décroché, la fraise elle pète, c'est arrivé à 18h05, 5 minutes après qu'il n'y ait plus personne devant, puis tu arrives le lendemain matin et en fait elle est en arrêt depuis 18h05. Ouais, tu as perdu une nuit. Et tu as perdu 8-10 heures de prod et c'est compliqué. Donc tout ça, vaut mieux le tester sur un lot qui est pas trop grand. Et c'est toi aussi qui les as conseillés sur les machines qu'ils ont ? Sur les premières, parce que les investissements étaient... c'est énorme. Hein. Je veux dire, moi, je suis complètement séduit par la folie qui règne chez Yema. C'est une manuf maintenant, et ça ne l'était pas il y a 2 ans. Ouais. C'est des gens qui recevaient du mouvement, qui faisaient de l'emboîtage. Ah, ils se sont chauffés, là. Et tu passes de « je fais de l'emboîtage » à « je vais monter mes mouvements, je vais les produire ». Et je vais gérer toutes les étapes qu'il y a avant. Et ils n'ont pas perdu en agilité. C'est toujours une petite entreprise où il y a une trentaine de personnes. Ouais. Mais chacun a pris une petite casquette en plus en disant « moi, j'avais l'habitude de commander des pièces. Et puis, maintenant, je vais faire de la commande, de la nomenclature, du suivi. Ouais, » et puis ça devient chef de projet. Ce que j'ai senti en plus chez eux, c'est qu'il y a une certaine fierté même des ouvriers d'être dans ce processus. C'est quand même ultra aux machines classe. Là en bas, tu voyais que le gars, il était fier de son job, quoi. Et c'est cool, quoi. Il en faut, il faut ça, parce que moi, le truc qui m'avait fait délirer, c'est que j'avais fait une interview où on m'avait demandé pourquoi la Suisse. Je dis, t'as 19 ans, tu sors, t'es horloger. En 1999, ou 2001, tu vas bosser où ? Il n'y avait pas 1000 possibilités en France, mais il y en avait 1000 en Suisse. Ouais. Mais pour autant, tu vois, aujourd'hui, on m'a souvent attribué le truc tourbillon 100% Suisse made, il casse les codes, etc. Mais oui, j'habite à La Chaux-de-Fonds, j'ai installé mon entreprise à La Chaux-de-Fonds. Pour moi, c'est logique que, surtout sur du tourbillon, parce que tu en passes à 60 balles, tu ne cherches pas à gagner des centimes. C'est logique qu'on fasse travailler que des gens du coin. Déjà parce que la connaissance, elle est là. Parce que c'est juste du respect pour l'histoire du métier. Donc, j'étais un fervent défenseur du vrai 100% Swiss made.
Puis j'avais un petit peu fait de ça, d'ailleurs, un des piliers pour mes montres que je fais à titre perso. Mais c'est pas qu'on sait pas faire du bon boulot ailleurs. Et j'avais dit dans l'interview, moi, je serais ravi de contribuer à refaire du Made in France, parce que la France, elle a été... Ouais, c'était un berceau de l'horlogerie quand Bah même. oui, quand même. Je veux dire, il y a eu des épisodes où on a raccourci les protestants par ici, et puis ils sont barrés de l'autre côté de la frontière. Mais avant ça, les grandes avancées horlogères, ça se tirait la bourre entre les horlogers pour la Marine Royale, puis pour la Royal Navy. Hein. C'était France-Angleterre, où on avait des pièces extraordinaires. Donc, Là, ils ont le meilleur des deux mondes avec Besançon. Parce bah que oui, là, on est pas juste avec à Besançon, côté. pardon. Et finalement, Morteau, Morteau. Moi, ça avait encore une saveur particulière puisque j'y ai fait mes études. Mm. J'ai plein de bons souvenirs là-bas. Donc une marque de Morteau qui m'appelle pour me dire on aimerait refaire du mouvement Made in France. Bah là, on a fait Morteau chez toi en 20 minutes, quoi. Bah oui, tu veux, le brief me faisait déjà tomber amoureux. J'avais envie de dire oui, bah, on va le faire. Et puis ce qu'on peut faire chez vous, on le fera chez vous. Et bah, pour ça, je vous conseille de commencer avec ce genre de machine. Technologiquement, c'est tout à fait apte. Ça ne fera pas des ponts en 3D comme on voit à des endroits un peu foufou. Mais vu la motivation des gens qu'ils ont mis derrière, même ça, j'en suis pas sûr. Oui. Aujourd'hui, si tu leur laisses carte blanche et tu leur dis je veux un pont qui fasse l'escalier de Chambord, je suis sûr qu'ils réfléchiraient à essayer de le faire. essayer de le faire. Ouais, j'en doute pas. Et tu as été taquin jusqu'au bout, parce que là, tu leur proposes du tourbillon. Ouais, alors ça, c'était une blague. Hein. Mais pareil, il faut pas faire des blagues devant Christopher Ball. C'est que dès qu'un truc était lancé, il n'y a pas de phase de repos ou de laurier, tout ça, chez Yema. Ils m'ont dit, t'aurais pas un autre truc à nous proposer ? Je dis, bah si, après, si vraiment vous voulez, au bout d'un moment, il faut oser, et puis venez chez moi, on fait du tourbillon ensemble. De la même manière que vous faites du micro-rotor, ça vous permet de roder vos machines pour de la série. Et ben, en parallèle, si vous voulez gagner de l'expérience au niveau qualité, faites du tourbillon. Et on fait la même chose. Je vais vous fournir les composants barrières, rouages, laquage, tout ce qui est vraiment produit ici et que nous, on fournit à tout le monde. Et platine et pont, maintenant que vous avez de quoi usiner chez vous, faites-les chez vous. Voilà. Et comme ça, vous verrez, d'une part, si vous avez tout en main pour tenir la cadence en termes de rapidité, et d'une autre part, sur un autre projet, vous allez avoir tout en main pour vérifier que vous arrivez à atteindre les critères qualité. Parce que si vous arrivez à tenir la cadence pour du micro-rotor et la qualité pour du tourbillon, le mix de tout ça, vous allez être royal. Ouais. Ça va Donc être, ces deux actions ont quand même une conséquence, même si le CMM10 a été pensé en premier, ouais. Ces deux étapes, quelque part, étaient un peu indispensables. Pour faire du bon boulot, en tout cas. Alors je vais te dire, on aurait pu se passer du tourbillon, parce que le micro-rotor, il est quand même déjà dans des états de terminaison. Ça a l'air de rien. Il y a des gens qui ont dit « Ah ouais, les décos, c'est pas foufou, c'est sablé. » En fait, il faut savoir un truc, le sablage, c'est la déco qui cache le moins les défauts. Si tu as une petite marque de fraises et que tu viens faire du perlage, tu la vois plus. Ouais. Si tu as une marque de fraises et que tu fais de la Côte de Genève, tu effaces tout. Mais si tu as une marque de fraises et que tu fais du sablage, tu vois toujours ta marque de fraises. Bah ça, c'est intéressant que tu nous le dises, parce que c'est vrai qu'on l'a entendu. L'enfer pour un horloger, même à l'établi, hein, le soin que tu dois apporter quand tu manipules des pièces sablées, si tu presses à peine fort sur les bruxelles, tu mates la surface et ça va laisser une espèce d'ombre un peu brillante, parce que le grain de ton sablage, il aura été écrasé. Ouais. En fait, tu vois, c'est comme sur la plage, tu as le sable qui a été fraîchement soufflé par le vent, ça a une certaine texture. Si tu viens appuyer ta main dessus et que tu le tasses, ça a une autre texture. Bah, c'est pareil. Okay. Et le sablé, et alors encore plus le sablé noir, le noir, tu vois tous les défauts. Le sablé noir sur le micro-rotor, c'était vraiment un pari osé. Je l'ai encore vu ce matin, le micro-rotor noir. Il est magnifique. Techniquement, à faire du sablage, c'est pas compliqué. Mais tu dois avoir en dessous de l'usinage qui est impec. Ouais. Sinon, tu vois tout. Ouais.
Donc c'est malheureux parce que le défi technique ne se ressent pas parce que tu vois d'abord, oh, bah, c'est tout full sablé, c'est un peu nul, quoi. Il y a Moi, des marques qui font du perlage de la Côte de Genève. Tu es là, tu dis, ouais, mais c'est limite le plus simple, hein. Nous, le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est du perlage. Le premier décor qu'on a fait, nous, en interne, c'était du perlage. Ouais. Tu descends avec ton petit tampon, tu fais du bouchonnage, tac, tac, tac. Ça camoufle tout. Tu vois plus les traces de... Moi, je suis un gros... Même si c'est pas plat, tu arrives toujours à perler. Ouais. Moi, je suis un gros fan du sablage. Enfin, comme il a été dessiné Ouais. et après le traitement de couleur qui est mis dessus, je suis un gros fan. Donc pour moi, c'est un bon choix, mais je savais pas que c'était dur. Donc, je suis ravi en plus de savoir que Ouais, c'est plus compliqué. Non, alors, ils sont vraiment pas timides. Parce que quand ils essaient des trucs, pareil, quand ils voulaient les couleurs, je leur ai dit, ouais, mais attendez, là, on commence à usiner des ponts, vous voulez les faire sabler, et en plus, partir sur du PVD, de la LD, enfin, en process, c'est pareil, c'est des enfers à gérer. Ouais. Quand tu donnes une couleur, tu dois gérer l'épaisseur du revêtement que tu fous dessus au Oui. nanomètre. Ah oui. Donc c'est un millionième. Je les voyais ce matin, ils préparaient toutes les pièces dans leur machine, le Trilob, c'est ça? Non, La Tribo. Finition. Voilà, Tribo Finition. Et je me dis, ils font une Tribo Finition. Après, ça part au revêtement. Et quand ça revient, on reanalyse la pièce pour qu'elle soit à nouveau plate et tout. Enfin, je me suis dit, ils se cassent quand même sacrément la tête. Ah ouais, non, mais c'est tout le défi. Et en fait, c'est très ingrat. Le domaine du développement mouvement, c'est hyper ingrat. Parce que tu dois gérer, si tu as 200 composants, tu dois gérer 200 emmerdes. Oui. Pour au final avoir juste un mouvement. Tu as le confort ultime de dire, oh bah tu sais quoi, j'ai pas envie de gérer tout ça. Je vais acheter du mouvement terminé chez un tel ou un tel. Et puis, je m'occupe pas de gérer des taux de rebut et puis des analyses process de pourquoi ça a plié, pourquoi je vois une ombre. Ouais. C'est un confort. Et là, quand on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, la zone de confort de Yema, je pense qu'elle est 1000 km derrière eux, hein. Ils en sont sortis depuis très longtemps. Aujourd'hui, le thème manufacture, moi je trouve qu'il est utilisé à tort et à travers. Alors peut-être parce que j'ai pas assez les compétences, mais où pour toi commence une manufacture et où elle s'arrête? Est-ce que Yema là c'est une manuf? Pour moi oui. Et je les ai vus découper des pièces, ouais. Je les ai vus avoir un mouvement maison. Donc après que tu prennes des composants en Suisse, enfin, ou pour toi est-ce qu'il faut tout faire? Est-ce que Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a une part de bon sens là-dedans. Si tu sais que tu es moins bon dans un truc ou que tu n'es pas équipé pour faire un truc, ben, n'essaye pas de le faire. Le résultat va être décevant pour toi. En termes financiers, ça va te coûter cher et c'est moins bon. Tes clients, ils n'ont pas non plus envie de ça. Ils veulent un mouvement fiable, etc. Donc, il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire. Et là, rien que de te dire, on fait nos platines et nos ponts, et on assure le suivi de tout. Parce que c'est pas, on fait des platines et de ponts et feu, il n'y a plus rien. Derrière, il y a de l'ébavurage, il y a la tribofinition, il y a le sablage, ça part, ça revient, il y a le garnissage, il y a le montage, il y a l'emboîtage, tout ça. Oui, pour moi, à ce niveau-là, c'est déjà de la manuf. Ouais. C'est un calibre qui est le CMM10 complètement construit par un cahier des charges Yema. Le CMM20, il y a une petite touche de modif pour Yema, puisque moi, ce calibre, à la base, je ne l'avais pas construit pour une trotteuse centrale, je l'avais construit pour une trotteuse à 9 heures. Okay. Donc, il a déjà fallu un petit peu modifier ça pour en faire une trotteuse centrale pour Yema. Donc, ça, c'est un truc pour eux. C'est même 30. Et le 30... Vous avez quand même la complication démarrer. Elle existait déjà? Tu Elle l'avais déjà existait développée? déjà, ouais. Tu l'avais déjà développée? Ouais. Alors, j'ai fait... On a un petit catalogue de complications sur le tourbillon de base qu'on propose à tous nos clients. Okay. Ensuite, c'est quand même marrant que le maréographe, ça soit une marque mortuacienne, donc il y a une ville côtière, comme chacun le sait. Ouais. Pour mesurer les marées sur le Doubs, quoi. Non, mais blague à part... On s'est posé la question s'il y avait déjà eu un tourbillon... Maréographe? Ouais. J'en ai pas trouvé. D'accord. Ça serait peut-être une première. C'est peut-être une première. Ils cherchent même pas à le savoir en plus. Ils nous ont dit ouais, bon, si ça l'est, tant mieux. Si ça l'est pas, tant pis, ça fout. Non, mais j'ai dit, pour moi, il y a un petit truc sympa. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça parce que le tourbillon, c'était par Breguet qui faisait du chrono de marine pour la marine française.
Le tourbillon, comme l'avait voulu Breguet, c'était pour arriver à atteindre les degrés de précision d'un chrono de marine dans une montre que tu portais avec toi. En poche, certes. Mais pour moi, il y a un petit air de famille, tu vois, entre le tourbillon et le chrono de marine. Et d'y rajouter un maréographe, surtout dans une pièce que tu sors qui s'appelle Yachting Graph, puis qui est une montre reliée à l'univers marin. Pour moi, ça matchait super bien. Moi, je trouve le clin d'œil. Ils avaient tout ce qu'il faut. Ils avaient l'historique pour. Le modèle existait déjà. Il n'était pas sorti d'un chapeau et d'un truc complètement incohérent. Et puis esthétiquement, Christopher, il a un coup de crayon indéniable. On s'est posé la question comment le régler. Super simple. T'as une tirette pour régler la marée à la dernière marée basse. Même pas. C'est tout à la couronne. Ok. Tu tournes en marche avant. Tu vas chercher la dernière marée haute, ou basse, peu importe. Et quand tu tournes en marche arrière, tu règles l'heure, puis la marée ne bouge pas. Ok. En marche avant, tu corriges les deux. En marche arrière, tu n'en corriges que un des deux. Ok. Donc tu peux tout faire avec la tige en 2 positions. Ça évite de rajouter des positions intermédiaires. Et tu n'es même pas obligé de faire comme une phase de lune où tu te mets à la dernière lune et après tu avances tout manuellement pour rien décaler. Non. Ok. Elle ne bouge pas, après elle est fixe et elle se lance. Ça c'est une petite... un petit développement de chez nous sur ces systèmes unidirectionnels où on a réussi à quasi avoir... visiblement, il y a 0 jeu. C'est-à-dire au moment où tu changes de sens de rotation de la tige, l'aiguille, elle était en train d'avancer, elle s'arrête exactement là où tu l'as laissée, il n'y a pas de... Et quand tu remets sur neutre, ça enclenche tout et tu pars pour tes 6 heures et quelques. Exactement. Ok, super. Dernière question pour clôturer. Quel est l'avenir d'Olivier Maury d'IMA ? Bon alors, pour l'instant, j'ai pas reçu de notification de fin de collab. Donc, on a encore plein il y a encore plein de trucs dans le... Toi, tu as des idées que tu as envie de leur soumettre ou tu es plutôt à leur dispo ou... Les deux. Ils sont très ouverts aux idées. On a déjà discuté d'autres modèles tourbillon, mais avec d'autres complis. Tout à l'heure, tu évoquais un chrono. On a parlé de chrono, on a parlé d'extraplat, on a parlé de GMT, on a parlé de... Est-ce que c'est possible de mettre le maréographe sur un mouvement moins cher ? Oui. Est-ce qu'on va le faire ? Probablement. J'ai un bon catalogue de complis qui sont prêtes, qui sont là dans les tiroirs derrière nous. En parlant de ces complis, quand tu as dessiné le CMM10, tu l'as fait en fonction de tes complications à toi ou c'était pas possible ? Non. Pas forcément. Après, dans ce qu'on fait, nous, en complication, on raisonne beaucoup. Si tu veux, quand je vends du mouvement et qu'on intègre une complication, c'est une façon de faire. Sinon, on vend des modules où il y a une complication et tu poses ça sur... tu me dis sur quoi tu veux le poser, puis on te met les points d'ancrage nécessaires. Mais on a eu des clients qui nous ont dit « Ouais, je vais acheter du mouvement chez Vaucher et puis j'aimerais rajouter une complication jour et lune avec une disposition un peu spéciale. » Puis on leur dit « Ok, pas de souci. » Nous, on vous met les points d'accroche pour que ça se monte sur un Vaucher. On connaissait les plaques du bois des Pras, il y a les plaques Maury. Ouais, on communique. Alors, on n'est pas au courant de tout ça. Non, on n'est pas au courant. Et ça, c'est ma faute parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la com. Donc, j'en fais pas énormément. Je te dirais même que mes sites web, ils sont à la ramasse. J'ai commencé à les faire moi-même il y a 5-6 ans. Puis tout d'un coup, j'avais plus le temps. Alors ça s'est arrêté. Et puis quand tu vas sur mon site, il y a des pages qui sont... Ouais, mais moi, quand j'arrive chez un fournisseur, j'aime bien quand son bureau, il y a plein de dossiers. Ça veut dire que tu travailles. Tu sais, le bureau où il n'y a rien, c'est que tu travailles pas. Donc si tu n'as pas le temps de faire ton site, c'est que tu travailles. Ben oui, alors je corrige ça petit à petit. C'est-à-dire qu'on a mis des... il faut un peu des deux. On a mis des gens, des externes pour nous faire ça. Pour qu'on ait un peu autre chose à montrer en vitrine que forcément ce que nos clients font. Mais c'est en voie. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura des belles vitrines virtuelles sur tous les secteurs d'activité. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci d'être venu. Super cet échange. Et puis je suis content d'avoir vu le côté technique. Et ça m'a fait comprendre d'autres choses et ça fera comprendre d'autres choses à nos abonnés. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.